Bonjour, je suis Lynne Saint-Amour, psychologue. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau pour une troisième capsule concernant les aspects psychologiques de la pandémie. Aujourd'hui, le sujet que je vous propose, c'est l'isolement. C'est une suggestion qui m'a été faite là, par quelqu'un de Notre-Dame-de-la-Merci. Le titre que j'ai choisi, c'est Chacun chez soi, face à soi-même, apprendre à mieux se connaître. Ce que je vous propose comme plan, c'est qu'on aborde le sujet de l'isolement en faisant d'abord la distinction entre la solitude et l'isolement. C'est deux thèmes qui sont très très proches l'un de l'autre, mais je pense que de pouvoir les distinguer, ça peut nous aider à mieux comprendre, à mieux saisir ce qu'il y en est. On va regarder la solitude sous deux aspects. L'aspect libérateur, la solitude qui nous fait sentir libre, et l'aspect plus dévastateur de la solitude. Ensuite, on va regarder notre sujet d'intérêt directement, qui est l'isolement. On va regarder les aspects favorables et défavorables de l'isolement. Et finalement, bien, on va essayer de trouver une solution. Je vais vous proposer comme solution la solidarité, un thème que je vais aborder en dernier lieu. Alors, comment pratiquer cette solidarité? Ah ben, c'est un départ. Le confinement lié aux mesures sanitaires nous renvoie chacun chez nous. On se retrouve séparés dans certains cas de nos enfants, de nos petits-enfants, des amis, de groupes sociaux avec qui on avait des activités. Cet isolement-là n'est pas tout à fait naturel parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin des autres pour vivre. Fait il faut s'accommoder de cette réalité-là. Hein? Il faut essayer de faire des efforts pour se sentir bien dans cette réalité-là. Alors, on va se demander comment chacun vit son isolement, puis comment on peut transformer cette expérience-là pour pouvoir en retirer le meilleur. Alors, je vais aborder la distinction entre les deux termes solitude et isolement. La solitude, c'est plus le fait d'être seul, de se sentir seul. C'est le sentiment d'être seul. Hein? On peut se sentir seul à travers une foule, on peut se sentir seul même si on est avec notre famille. C'est on peut avoir l'impression de ne pas être compris ou d'avoir l'impression que les autres ne saisissent pas ce qu'on est en train de vivre. Et là, on peut se sentir seul. La solitude, bien, ça peut avoir des aspects favorables. Hein? Ça peut nous amener à nous sentir plus libres dans certaines conditions. Alors, ces conditions-là, c'est que la solitude, quand je choisis d'être seule, hein, parce que ça peut être un choix, des fois c'est nécessaire, ça me permet de mieux réfléchir, de voir plus clair, de mieux comprendre ce que je vis à l'intérieur de moi, puis d'arriver parfois à trouver des solutions. La solitude, ça peut aussi permettre de s'apaiser, se calmer. Je pense entre autres à des fois, on vit des colères, il y a des tensions, il y a des colères. Et puis là, on peut prendre la décision de se retirer, d'aller marcher un peu, de se retrouver seul pour se calmer, s'apaiser. Alors, c'est une fonction favorable. La solitude, c'est aussi quelque chose qui se vit dans un processus de deuil. Et c'est nécessaire.
Parce que la personne qui est endeuillée, elle vit des changements majeurs. Des changements à la fois organisationnels, externes, mais des changements à l'intérieur d'elle-même aussi. Hein? La personne qu'elle aime n'est plus là, fait qu'elle doit faire des réaménagements dans sa façon de vivre. Et la solitude lui permet de se reconnecter intérieurement, puis de pouvoir identifier les changements qui sont nécessaires. La solitude aussi, ça permet de, quand on fait le calme intérieur, ça permet d'identifier nos émotions, nos pensées, d'identifier les représentations qu'on a des choses. C'est-à-dire comment on voit les choses. Est-ce qu'on les voit avec justesse? Ça nous permet aussi des fois de se centrer sur les images qu'on peut avoir en fonction des expériences de vie qu'on a. Hein? On est porteur de plein d'expériences, plein d'images, on rêve, alors on a un monde intérieur très très important, très vaste, et ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on porte, hein? Et de pouvoir en faire quelque chose de profitable dans la réalité extérieure. Ça nous permet aussi de découvrir nos forces intérieures. Le potentiel qu'on a, ça permet de faire émerger une nouvelle conscience des choses parfois. Ça me fait penser que, tu sais, à mon époque, là, je ne sais pas si ça se fait encore, mais souvent il y avait des gens qui partaient en retraite, des retraites fermées, justement pour pouvoir faire le point, pour pouvoir avancer, évoluer dans leur vie. Alors ça, ce sont des aspects favorables de la solitude. Maintenant, la solitude qui est plus dévastatrice, c'est celle qui entraîne un enfermement. Un enfermement, par exemple, dans des ruminations incessantes du passé. Tu sais, quand on a vécu des choses difficiles, peut-être dans certains cas des traumas ou des expériences qu'on regrette, puis qu'on se met à ruminer, puis qu'on n'en sort pas de cette rumination-là, ça nous coupe des autres. Et c'est souffrant. Un autre aspect de la solitude dévastatrice, c'est l'entretien d'un sentiment de culpabilité, d'auto-accusation. Hein? J'aurais jamais dû faire ça. Puis quand on persiste, qu'on se sente coupable, qu'on se sente responsable, c'est une bonne chose. Mais quand on s'enlise dans ça, puis que ça nous blesse et qu'on s'isole à cause de ça, ben là, on est dans une solitude qui n'est pas très favorable à notre équilibre. Il y a aussi cette solitude qui nous amène à nous couper des autres, hein? Parce qu'on se mésestime soi-même. On ne s'aime pas soi-même. C'est comme, je ne mérite pas, moi, d'aimer puis d'être aimé. Fait que je me garde à l'écart des autres. Et ça aussi, c'est souffrant et c'est difficile. Il y a la solitude qui se vit parce qu'on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on vit. On a un problème de communication à l'égard des autres. Hein? Ce qui nous lie aux autres, c'est la parole, ce sont les gestes, c'est cette communication-là. Et si on est incapable d'une communication, d'une bonne communication, ben on se retrouve dans un état de solitude. Et ça peut être éprouvant. Il y a la solitude aussi, une solitude qui peut être paralysante. C'est la solitude qui est associée à une peur de vivre, une peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. La peur d'être jugé par les autres. Alors ça, ce sont des types de solitude qui nous enferment et qui nous font souffrir. Il faut essayer d'émerger de ça. Maintenant, quant à l'isolement,
L'isolement, c'est d'être séparé de son environnement habituel. L'isolement, on peut être isolé seul, on peut être isolé en couple, on peut être isolé en groupe, en famille, même une société pourrait se retrouver isolée des autres sociétés. Alors, c'est vraiment le fait d'être physiquement séparé des autres. Ce qui est intéressant, c'est que le mot isolement est issu du mot insula, qui veut dire île. Alors, quand on est isolé, on est comme sur une île. J'aime bien l'image. Alors, sur cette île-là, il y a des aspects, il y a des effets favorables de l'isolement, puis il y a aussi des aspects plus défavorables. Les effets favorables, c'est que c'est possible que pendant un instant, parce qu'on est dégagé des tracas de la vie quotidienne, de l'activité incessante qu'il y a autour, tout ça, le fait d'être isolé, c'est qu'il y a moins d'action. Et ça se peut qu'on éprouve une impression de liberté, qu'on se sente allégé. Moi, j'ai eu ce témoignage-là des gens qui étaient atteints de cancer, qui, dans leur vie active, là, avaient un travail qui était très, très accaparant, puis ils étaient très fatigués, puis ils ne savaient plus comment arrêter la roue. Et le jour où ils ont eu un diagnostic, c'est sûr que c'était très difficile d'apprendre qu'ils avaient une maladie, mais en même temps, ils étaient soulagés d'être mis à l'écart de cette roue-là incessante. Ils disent, je ne savais plus comment m'arrêter. Et cet aspect-là était soulageant, de savoir que pendant peut-être 6 mois, 1 an, ben, ils auraient des traitements puis qu'ils ne seraient plus dans cette roue-là, qu'ils pouvaient s'autoriser à s'arrêter. L'isolement, c'est en se mettant en retrait de la surstimulation comme ça, ben, ça favorise une introspection aussi. Ça permet parfois de faire des bilans puis de se réajuster. L'isolement, ça peut aussi nous donner les conditions pour se sentir inspiré. C'est-à-dire avoir l'impression que quelque chose de grand, de plus grand que nous, se passe en nous. C'est le cas des artistes, par exemple. Et ça nous permet de créer ou de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire. Fait qu'on voit que l'isolement, c'est pas toujours négatif. Ça peut faire surgir quelque chose de favorable. Maintenant, qu'est-ce qui est défavorable dans l'isolement? Et que malheureusement, on voit poindre dans les conditions actuelles, vu la durée de l'isolement. Plus ça se prolonge, plus c'est difficile d'être isolé. L'isolement, ça peut faire sentir dans un contexte défavorable une souffrance. Ça favorise un repli sur soi. Ça nous connecte à une certaine détresse. Et ça, c'est toujours selon ce qu'on a comme expérience de vie, comme histoire, comme personnalité, qu'est-ce qu'on porte comme bagage. Ça se peut que l'isolement nous recentre davantage sur nos difficultés, sur notre détresse. Il y a aussi dans l'isolement l'effet de la sous-stimulation, qui, par exemple, chez les personnes âgées, peut entraîner des problèmes cognitifs. Alors, n'étant pas stimulé, n'ayant pas d'activité,
Les gens commencent à avoir des problèmes de mémoire, d'orientation dans le temps. Et c'est vrai aussi physiquement, une perte de capacité physique parce qu'ils ne bougent pas assez, ils ne sont pas entraînés par autrui hein, à bouger davantage. Alors ça, c'est des effets plus négatifs de l'isolement. Il y a aussi, faut aussi considérer les jeunes. Les jeunes aussi sont affectés par l'isolement prolongé. Hein? Ça affecte leur qualité de vie, ça affecte leur vie scolaire, ça affecte leurs habitudes. Ça peut aussi affecter le développement de l'enfant, de certains enfants qui sont un peu plus fragiles, qui ont besoin d'un encadrement, qui ont besoin d'un soutien particulier pour faire des apprentissages. Alors, ça peut aussi les atteindre au niveau affectif, d'être coupés des autres comme ça, de ne pas avoir accès à leurs amis. L'isolement, ça peut aussi contribuer à augmenter la violence. Violence dans le couple, violence dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Puis parce qu'on se retrouve dans un milieu fermé. Moi, j'aime bien dire, quand on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a un manque d'oxygène. On n'est pas oxygéné. Et oxygéné par les amis, par les idées extérieures, par le soutien qu'on peut avoir à l'extérieur. Et ça, ça peut conduire à une détresse où la violence va ressurgir. Il y a la violence, puis aussi les risques d'abus, les risques de négligence sont augmentés dans une situation d'isolement qui se prolonge. Ça peut aussi altérer l'équilibre au niveau de la santé mentale. On le voit, il y a des gens qui déjà avaient une vulnérabilité et puis ça précipite des crises, ça peut précipiter des crises parce que ces gens-là sont fragiles. Ça peut générer de l'anxiété, de la dépression, de la démotivation. Hein? On regarde les adolescents qui cessent leurs études, qui interrompent leurs études. Alors, ça aura un impact à long terme. Alors, ce sont tous des exemples des effets qui peuvent être défavorables à l'isolement. Mais on est contraint de le vivre, cet isolement-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Pour que ça aille mieux, il faut arriver à surmonter les effets indésirables de la solitude et de l'isolement. Puis ce que je vous propose, c'est par le biais de la solidarité et de la sollicitude. La solidarité, c'est la relation entre personnes qui entraîne une obligation morale d'assistance mutuelle. C'est beau comme définition. Hein? C'est que ça parle d'une interdépendance, d'une réciprocité. Et j'aime mieux le terme solitude que la relation d'aide. Parce que la solidarité, ça implique on vit une même expérience, on partage une même expérience. On l'expérimentera peut-être différemment l'un de l'autre, mais il y a des éléments qui s'y apparentent. Et que dans cette expérience-là difficile, on peut se soutenir mutuellement. Alors, le terme qui se rapprocherait le plus de la solidarité, ce serait l'entraide. Quant à la sollicitude, c'est de porter une attention soutenue et affectueuse à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est important. Alors, ça nous dit comment
dans la solidarité. Comment vivre cette solidarité-là, comment l'appliquer? Bien, par une attention soutenue et affectueuse. Alors, comment on applique ça, la solidarité? Bien, c'est en se souciant de nos proches, en posant des actions concrètes, en offrant notre présence, parce que la présence, ça rassure. Juste d'être présent, avoir une présence de qualité, c'est extrêmement bénéfique. Ça peut briser la solitude. En écoutant aussi sans juger, sans vouloir que l'autre pense à ma façon, mais de l'écouter, lui, vraiment, dans ce qu'il a à me dire, puis d'essayer de comprendre sa réalité. C'est en tendant la main aussi, pour offrir un service bien concret. Je vous donne un exemple, faire l'épicerie, offrir un repas, téléphoner, hein, ce sont tous de petits gestes qui font preuve d'une solidarité. Un autre, je dirais, en transmettant notre vitalité, notre joie de vivre, l'humour, le rire, c'est contagieux, ça fait du bien. En étant aussi patient avec les plus vulnérables. En écoutant leurs plaintes, en comprenant que leur plainte est une façon de demander de l'aide. Une autre façon d'être solidaire aussi, c'est d'être bienveillant. Bienveillant envers autrui, mais bienveillant envers soi-même aussi. Parce qu'on ne réagit pas toujours de la façon qu'on aurait voulu, selon l'idéal qu'on s'est donné. Et puis des fois, on est sévère avec soi-même. Alors il faut aussi être bon avec soi-même. Il faut reconnaître qu'on est humain, puis accepter qu'on ne fera pas toujours les choses à la perfection. La solidarité implique aussi qu'on soit humble. De reconnaître qu'on ne connaît pas tout. De reconnaître qu'on ne connaît pas en totalité la souffrance de l'autre. On n'est pas à sa place et on ne le sera jamais. On ne connaît pas son histoire, toute son histoire de vie, comment il l'a expérimenté. Et c'est vrai réciproquement, l'autre ne nous connaît pas non plus. Et ça, on n'arrivera jamais à connaître l'autre totalement. Il y a juste des parties qui se révèlent et qu'on peut mettre en partage. Alors, il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Ça va nous permettre d'être encore mieux à l'écoute de l'autre. Finalement, c'est de reconnaître que l'autre est mon semblable. Il y a une belle phrase que j'ai déjà entendue et que je trouve intéressante, en tout cas inspirante. C'est la rencontre se tisse dans une histoire entre deux personnes. Alors, la rencontre, c'est vraiment quand on est capable de partager nos histoires réciproques. On apprend chacun l'un de l'autre. Puis, dans cet échange-là, dans cette rencontre-là, il se construit quelque chose. Il se construit un lien. Un lien qu'on pourrait nommer amitié. Et ça, tout le monde s'en trouve enrichi. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le meilleur en soi, puis de faire émerger le meilleur en l'autre. C'est ça la solidarité.
Finalement, j'aimerais, pour conclure là, cette présentation-là, vous partager quelque chose. Des fois, je me prends à espérer qu'au terme de cette pandémie, nous puissions nous découvrir plus aimants qu'on ne l'aurait pensé. Puis j'ai une petite phrase pour le mot de la fin. Sans la solidarité, il n'y a pas d'humanité. Je voudrais vous spécifier qu'il y a un site web produit par le gouvernement qui s'appelle le Guide Autosoin en temps de pandémie. Je vous invite à aller voir ce site-là. Il est bien fait. Puis ça se peut que vous trouviez des outils qui vous soient favorables, qui vous aident. Alors, je vous invite à aller voir ce qu'il y a à vous offrir. Je vous remercie. Au revoir.